Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde qui est animée par CyberJobs, donc sur le domaine et la problématique donc, du métier de consultant en cybersécurité. Donc, pour aborder ce sujet, je suis accompagné donc, de Céline Garcia. Enchanté, Céline. Enchantée. Et également donc, de Samuel Paul, enchanté de chez Prism. Bonjour. Donc, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est peut-être que l'un de vous deux, et à votre tour ensuite, vous présentiez un petit peu qu'est-ce que vous faites, les problématiques que vous avez, et également les secteurs sur lesquels vous intervenez. Bien sûr. Je t'en prie, Céline. Merci. Moi, je suis Céline Garcia, je suis la DRH, donc directrice des ressources humaines de la société Synetis, que j'ai rejoint il y a 4 ans maintenant, janvier 2019. Donc, belle aventure que je n'ai pas vu passer ces quelques années. Synetis, en quelques mots, c'est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. Donc, on adresse aujourd'hui vraiment tout le scope cyber avec pour principal objectif d'accompagner nos clients sur leurs problématiques de sécurisation, leur système d'information et de leurs données, sur tous les différents aspects, donc avec beaucoup de compétences métiers finalement très différentes, puisqu'on va adresser aussi bien toute la partie conseil, compréhension du besoin client, de l'existant, de comment il fonctionne, de comment il compte évoluer aussi pour la suite, et puis toute la partie recommandation qu'on peut apporter sur les volets techniques, organisationnels, fonctionnels, et puis ensuite toute la partie plus, on va dire, de delivery des projets, avec pour grosse particularité en tout cas chez nous, d'avoir une grosse partie de notre activité, puisque ça représente à peu près 75% de notre chiffre d'affaires, de travailler sur un modèle qu'on peut appeler de forfait ou avec, en tout cas, de projet avec obligation de moyens et de résultats, ce qui permet aussi de pouvoir prendre des projets de bout en bout et d'en voir la finalité, surtout pour nos équipes, c'est ce qui est assez intéressant. Et pour répondre aux enjeux, Synetis, c'est une société qui a été créée il y a bientôt 13 ans, qui connaît une très forte croissance chaque année. On est entre 35 et 40% de croissance annuelle organique, donc c'est société qui va très vite. Aujourd'hui, on est quasiment 300 collaborateurs, à quelques personnes près qui vont pas tarder à nous rejoindre. Et on a publié, sans grand secret, puisque c'est public, notre projet, donc un grand plan qui s'appelle le plan Impulsion 2025, où on vise 450 collaborateurs d'ici fin 2025. Donc, pas mal d'enjeux, comme on va pouvoir se le dire, sur le métier, l'évolution du métier, des compétences et le recrutement qui est également le nerf de la guerre pour arriver à nos objectifs et aussi à l'engagement de nos collaborateurs. Super, très clair. Merci. Samuel, je te laisse aussi également te présenter à ton tour. Ouais, alors donc moi Samuel Paul, je suis directeur associé donc chez Prism. Prism, c'est un cabinet de conseil en cybersécurité, mais plus spécialement en fait en gestion et gouvernance des identités et des accès, qu'on a créé il y a un petit peu moins de 2 ans. Donc on est une jeune société avec 3 autres associés, donc on est 4 à la base. On est 4 consultants qui viennent du monde du consulting depuis nos débuts, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, voire 20 ans pour certains. Dans lequel on a toujours évolué en fait dans l'accompagnement de nos clients sur des sujets proches ou carrément directement dans l'identité. On est parti d'un constat où clairement aujourd'hui on n'avait pas assez de personnes qui répondaient à ce sujet. Et on a voulu créer nous-mêmes l'aventure, créer nous-mêmes un cabinet de conseil qui forme les jeunes, qui grâce à des seniors à la fois que nous sommes aujourd'hui et qu'on recrute, pouvoir justement former des gens qui sont sensibilisés à ce sujet. La gestion des identités, des accès aujourd'hui, c'est quelque chose qui a toujours plus ou moins existé, mais sous forme différente et qui aujourd'hui est une partie très importante de la cybersécurité. Aujourd'hui, la gestion de l'identité est un vecteur d'attaque qui est l'un des plus utilisés et nos clients en demandent énormément. Donc, on est une jeune société créée comme je disais, il y a un peu moins de 2 ans. Mais on a vraiment une volonté de se développer. On est à juste aujourd'hui un peu moins de 10. On a déjà fait un peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On est très demandé et c'est pour ça qu'on recrute et qu'on forme encore beaucoup de personnes. On a 3 personnes qui doivent arriver et on continue avec notre équipe de ressources humaines de recruter. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous donner un peu notre vision de la chose, à la fois sur comment on forme nos consultants et comment on accompagne nos clients là-dessus. Ok, très clair. Et justement, donc pour rebondir, vous qui êtes tous les deux donc, dans la partie recrutement et qui voyez donc énormément de profils, de candidats, notamment dans le domaine de la cybersécurité,
Y a-t-il peut-être des parcours que vous privilégiez un petit peu plus que d'autres ou des parcours que vous recommandez pour les futurs jeunes diplômés qui souhaitent s'orienter dans cette voie? Céline, si tu veux. Allez-y, vas-y Ouais, Samuel, hein, si tu ça veux. marche. Oui, je t'en Ouais, prie. nous en fait, on a la chance d'être donc on a encore la chance d'être pas mal agile dans le sens où on est une dizaine aujourd'hui, donc on décide encore pas mal de choses entre nous et on a cette flexibilité de recruter un peu qui on veut selon nos critères. Et nos critères, bon, évidemment, on est obligé de filtrer un petit peu d'abord à des gens qui sont spécialisés, qui ont une vocation dans le domaine de la cyber et qui ont donc fait des études là-dedans. Aujourd'hui, on est plutôt, on va dire, sur des gens qui ont un master 2 en gestion des systèmes d'information, en cybersécurité ou des choses qui gravitent autour de ça. Mais pas que. Mais pas que, parce que ce serait juste mentir à ce qu'on a fait aujourd'hui et pas être fidèle à ce qu'on est aujourd'hui, puisque on a des profils chez nous qui ne viennent pas forcément de ce type de formation. On a des profils qui arrivent chez nous et qui sont aujourd'hui directeurs de projet dans l'industrie, qui se reconvertissent dans la cyber et qui ont une appétence forte pour la cyber et qu'on va former. On a un Américain qui vient d'arriver chez nous et qui a bossé sur des supercalculateurs de la NASA, qui a jamais fait de cyber et qui a fait de la fusion des plasmas, qui n'ont rien à voir Ouais, avec ça. Donc en fait, on a un profil type, mais on se laisse la liberté d'aller chercher ailleurs et de vraiment, on va dire, être attiré par des profils atypiques et qui sont vraiment motivés avec ça. Et c'est pas une DRH qui va me contredire, mais il n'y a rien de vaut un entretien pour se rendre compte qu'une personne est passionnée, peu importe le CV en fait. Bon, bah, je partage complètement. Après, pour compléter aussi ce que dit Samuel, je pense qu'on va partager la même vision. La cyber, c'est un sujet qui est devenu aujourd'hui extrêmement d'actualité. Depuis quelques années, seulement les écoles se sont vraiment saisies du sujet aussi. Je sais pas, enfin moi, pour ma part, j'ai découvert la cyber il y a 4 ans, donc je reste encore assez novice hein, sur le secteur, mais je gravite autour de l'IT de manière plutôt généraliste depuis 20 ans. Et c'est vrai que la cybersécurité, finalement, quand on regarde un petit peu les cursus qui étaient proposés par les écoles d'ingé ou par les universités, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 5-7 ans qui s'étaient déjà lancés sur ce genre de secteur. Donc, c'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, il faut avoir l'esprit assez ouvert parce que si on reste centré, comme le disait Samuel, sur un profil type uniquement, on perd aussi des opportunités et notamment quand on va aller chercher de la seniorité et de l'expérience. Si on cherche un profil pur cyber qui a 20 ans d'expérience dans le domaine, bon, bah, il y en a très, 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 très peu finalement qui existent hein, sur le marché de manière très transparente et beaucoup qui finalement vont opter aussi à un moment pour pourquoi pas de la reconversion et autres. Donc, c'est vrai que nous, aujourd'hui, chez Synetis, bah, un petit peu comme Samuel, on va avoir cette approche hein, de rechercher principalement des personnes qui ont un Master 2 spécialisé sur différentes branches de la cybersécurité ou sur tout ce qui va être système et réseau aussi, puisqu'on intervient notamment sur tout ce qui va être sécurité opérationnelle où là, il y a en tout cas des passerelles qui peuvent exister. Et puis, on a décidé d'ouvrir aussi un petit peu ce cursus, puisqu'il y a 3 ans, on a créé chez Synetis la Summer Academy. C'était un projet assez ambitieux qu'on a eu un petit peu de mal à lancer au départ parce que il fallait tout roder et tout mettre en place. Et l'idée, ça a été de créer en fait un programme accéléré pour des personnes plutôt en reconversion. Donc, on a recruté par ce biais-là, par exemple, un jeune homme qui était chef de projet dans l'automobile et qui finalement ne connaissait pas plus que cela la cyber, des personnes qui avaient fait de l'administration système pendant des années ou du système et réseau et qui n'avaient pas forcément mis encore la main dans la cybersécurité. Donc la Summer, c'est un tronc commun. On va redonner toutes les bases de la cybersécurité en accéléré. Et ensuite, en fonction des périmètres et des métiers sur lesquels on va diriger pour apporter une spécialité, on va avoir justement un tronc spécialisé qui va pouvoir permettre de former, de certifier aussi sur certaines solutions nos collaborateurs et de les embarquer rapidement sur des projets en les mettant en binôme avec des consultants confirmés ou seniors qui vont un peu les mentorer pendant leur premier pas, en tout cas sur les premiers projets sur lesquels ils vont intervenir. Et donc, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est une formation qui est faite en interne chez Totalement. Synetis ou... Ouais. Ok. Voilà, qui est montée, créée, les supports, qui est ensuite animée par nos experts en interne. Donc, c'est un fort moment de l'année qui démarre en septembre et qui plaît beaucoup. Et là, on prépare déjà l'édition 2023. Ok, super, super. Et justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas forcément de typologie de profil en particulier, mais on va quand même peut-être attendre certains soft skills, certains comportements, certaines
peut-être la manière de prendre du recul sur certains sujets. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous attendez en termes de soft skills de la part de futurs consultants en cybersécurité? Alors, Céline, je te laisse. Ouais, ou Céline, si tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. Nous, en fait, en termes de soft skills, donc c'est-à-dire des choses qu'on va pas forcément voir en effet sur un CV, qu'on va plutôt percevoir dans les entretiens, il y a la curiosité et la passion du sujet dans lequel le candidat postule. C'est-à-dire que la cyber aujourd'hui, en fait, à l'époque, on disait toujours, ouais, tu bosses dans quoi? Je bosse dans l'informatique. Mais c'est exactement comme se dire, je bosse à l'armée. Ouais, mais d'accord, mais tu fais quoi dans l'informatique? Aujourd'hui, c'est quelque chose, dire je bosse dans la cyber, c'est hyper vaste. Et il y a énormément de domaines dans la cyber. Quand on voit une cartographie un peu exhaustive de ce qu'est la cybersécurité, on se rend compte que c'est énorme. Et nous, la gestion des identités est un domaine notamment de la cyber. Et on a besoin de sentir que quelqu'un qui postule chez nous, il y a cette fibre, cette curiosité, cette passion du sujet, quelqu'un qui vit vraiment son sujet et qui va un peu capter ça en permanence. Et c'est quelque chose qui fait qu'on se lève le matin d'être passionné d'un sujet. Et si quelqu'un n'est pas passionné par ça, on va pas forcément être attiré par le recrutement. Un autre soft skill qui est très important chez nous et qu'on apprend beaucoup par le mentorat, j'aurais pas encore eu l'occasion d'en parler, mais chez nous, le mentorat, c'est un peu la première ligne qu'on énonce quand on présente la société. On veut que chaque personne soit mentorée et soit mentor un jour chez nous dès qu'elle en sera capable. C'est adapter son discours. Je dis toujours à nos consultants, tu dois être capable d'expliquer ce que tu fais à tes parents, tout comme tu dois être capable de parler à un RSSI demain. On doit toujours être en capacité d'expliquer à la fois là où on veut amener notre client et là où il veut aller. C'est vraiment quelque chose de très important de savoir vulgariser au quotidien pour que justement les idées qu'on ait envie de faire passer, elles passent, sous peine justement d'être soit traité de techos assez vulgairement comme on a tendance à l'entendre aujourd'hui quand quelqu'un n'a pas assez ce niveau de consultant, de prendre du recul sur son sujet, ou justement quand il parle à quelqu'un de très technique de dire non mais lui il comprend absolument pas mon métier, j'ai même pas envie de l'écouter. Et un bon consultant est capable de se placer des deux côtés pour justement adapter son discours. Et en fait, après, quand on parle à notre client, il y a deux choses. Il y a à la fois écouter le besoin du client et le rediriger aussi vers l'état de l'art. Souvent, les clients n'arrivent pas avec un besoin, ils arrivent avec une solution. Et il faut leur faire comprendre que ce qu'ils proposent, ce n'est pas un besoin. Ce qu'ils énoncent, ce n'est pas un besoin, mais c'est déjà la solution qu'ils ont en tête. C'est un biais humain qu'on a tous. Mais réussir à faire revenir à son client c'est quoi son vrai besoin, rien que ça, c'est un soft skill hyper important chez nous. Et on essaye de le travailler en permanence pour faire comprendre ça. Et ensuite, il faut le mettre en opposition avec ce qu'il est vraiment censé faire et l'état de l'art et essayer de trouver une solution. Quand on est consultant, il faut toujours adapter sa solution. On n'a jamais une solution unique à tous nos clients. Et c'est pour ça aussi qu'on est formé à ça. Et le dernier point qui est, pour moi, qui fait partie d'un soft skill qui est à la fois valable dans le milieu pro et dans le milieu perso, c'est le juste équilibre entre la confiance en soi et la remise en question permanente. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en soi quand on est consultant, savoir que quand on énonce une solution, on ne doit pas trembler, c'est quelque chose d'important, on y a réfléchi et même on est payé pour ça par le client. Donc il faut être certain de ce qu'on propose, mais il faut toujours se remettre en question parce que ça évolue au quotidien, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir capté tous les besoins du client et donc il faut avoir le juste équilibre dans son comportement pour être sûr d'avoir amené la bonne solution et de pouvoir percevoir et convaincre son client en face. Voilà, c'est des choses qu'on arrive et qu'on essaye de déceler avec notre RH quand on fait les entretiens. Et c'est des choses pas beaucoup de choses à ajouter. Je pense qu'on a tous un petit peu effectivement les mêmes recherches. C'est vrai que ce qui est important, c'est peut-être de repositionner aussi ce qu'est le rôle du consultant dans une entreprise, parce que aujourd'hui, il y a aussi un point qui est très important, c'est effectivement ce sens de la relation client. Le consultant, il a plusieurs casquettes. Il va avoir la casquette de référent technique fonctionnel pour son client. Donc, on arrive en tant que sachant, en fait, pour le client. Il rémunère la société pour cela. Donc, ce qu'il va attendre, c'est pas forcément qu'on lui dise oui à tout. Et bien souvent, nous, on le dit à nos consultants, il faut aussi manager son client parce que parfois, effectivement, ils ont des idées qui sont les leurs, qui sont
peut-être très bonnes dans leur tête, mais in fine, quand on va vouloir les mettre en œuvre, c'est pas forcément vers cela qu'il aurait fallu aller. Donc, c'est aussi apporter cette expertise, ce conseil et cette posture. Il y a aussi le côté, effectivement, représentation de la société, puisque un consultant qui intervienne sur un projet au forfait dans les locaux de l'entreprise ou qu'il intervienne directement dans les locaux du client, finalement, il va représenter la société pour laquelle il travaille à chaque minute, en tout cas, de travail et de relation qu'il va avoir avec son client. Donc, c'est, comme le disait très justement Samuel, c'est trouver aussi le juste équilibre entre je suis là pour faire mon job et avec, en tout cas, ce sens de la relation client et dans le respect du client, etc. Mais aussi, on me rémunère pour apporter une expertise qu'ils n'ont pas, sinon ils ne seraient pas venus nous chercher. Et donc, pour cela, il faut aussi apporter ce conseil et parfois ouvrir un peu les chakras de nos clients et parfois leur démontrer que finalement, l'idée première qu'ils avaient n'était pas forcément la bonne. Donc nous, ça va être des points qui vont être très importants et je partage aussi la vision sur le côté un peu passionné du métier. C'est vrai que le monde de la cyber évolue très très vite, que sur tous les volets, Samuel le disait très justement, c'est très vaste la cybersécurité, mais aujourd'hui, clairement, moi je le vois en interne, on partage des infos, il y a des articles qui circulent, les collaborateurs se forment en permanence parce que sinon on devient tout comme une technologie finalement vite obsolète. Et donc c'est important de garder aussi ce côté veille, passion, regarder ce qui peut arriver et puis découvrir en fait au quotidien. C'est comme ça, nous en tout cas, qu'on décèle les personnes qui vont avoir envie de faire un bout de parcours avec nous. Et puis après, ça va dépendre un peu des différentes branches et aussi chez nous, puisque comme on couvre notamment la gestion des accès, un petit peu comme chez Samuel, mais pas que, notamment un collaborateur qui va arriver sur la partie conseil, il va avoir beaucoup de relationnel, donc toute la partie conseil qui va plutôt arriver en amont des projets, compréhension du besoin client, faire des interviews des différents métiers internes aux clients pour comprendre leur fonctionnement, comprendre aussi où peuvent être leurs failles, et puis après accompagner toutes les différentes phases du projet. Et donc, sur cette posture-là, il va y avoir aussi beaucoup de pédagogie, d'évangélisation, de compréhension, d'ateliers de travail, de cadrage, etc. Où là, on est aussi sur une posture plus de prise d'information, de brief, d'aller creuser. Et après, il y a des profils beaucoup plus techniques aussi qui vont... nous, on a des personnes chez nous qui sont des passionnés de développement et qui nous disent « Mais moi, si tu me mets juste à faire du cadrage de projet, je vais m'ennuyer. » Oui, non, mais... Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça permet un peu de pouvoir donner de quoi se nourrir à chacun. Et le dernier point, moi, que je mettrais en avant aussi, c'est que c'est vrai que Synetis, aujourd'hui, c'est une société qui a grandi très vite. Pourtant, on essaye de conserver, en tout cas, par le biais de pas mal de leviers, une proximité avec tous nos collaborateurs. Et donc, ce qui va être très important pour nous aussi, c'est des personnes qui soient en capacité de travailler en équipe, qui ont cette notion et qui correspondent aussi aux valeurs de l'entreprise, de bienveillance, d'éthique aussi, c'est très important, surtout dans notre milieu, d'envie de transmettre aussi ce que l'on sait, aux autres, donc un peu le système de mentorat aussi, mais surtout en tout cas cette vision commune, cet ADN commun qui va être recherché de respect, de bienveillance, et puis d'amener un petit peu de fun aussi dans le quotidien parce que on travaille quand même sur des sujets très sérieux, donc il faut aussi parfois amener un peu de sourire dans ces journées. Donc vraiment développer en fait cette partie de double casquette, comme vous l'avez dit, entre la partie vraiment très technique et également une partie un peu plus de pédagogie, d'accompagnement et vraiment de prise de recul. Ouais, c'est vrai que le travail d'équipe fourni, que disait Céline, c'est quelque chose de... Aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'ailleurs de s'en rendre compte lors d'un entretien, parce que parfois c'est dans des mises en situation réelles qu'on s'en rend compte, mais il n'y a aucun projet chez un client qui se fait tout seul. Les victoires sont jamais individuelles. Et déceler quelqu'un qui a un bon esprit d'équipe, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et quelqu'un, au contraire, qui a un mauvais esprit d'équipe, qui est très individualiste, ça peut vite pourrir des relations. Et alors nous, on est petits comme entreprise, donc on fait encore plus attention à ça. Parce que aujourd'hui, on n'a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que dans le recrutement, on se pose un peu toujours la question de se dire, est-ce que c'est une bonne recrue pour nous, pour les autres et pour les clients? C'est vrai que c'est important de prendre en compte. C'est certain. Et aujourd'hui, donc, vous êtes donc tous les deux donc, sur une forte croissance d'année en année.
Et malgré tout, on reste tout de même donc, sur un marché qui est extrêmement saturé avec énormément de problématiques, notamment sur la partie de recrutement. Aujourd'hui, vous, comment vous faites aujourd'hui pour fidéliser les différents consultants qui vont vous rejoindre, sachant qu'en plus, ils sont régulièrement en déplacement chez les clients, ils interviennent sur d'autres problématiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour fidéliser ces consultants et qu'ils aient vraiment une forte appartenance? Alors, nous, de notre côté, bon, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de penser du départ. Comme tu le dis très justement, comment on arrive à fidéliser quelqu'un qui est chez son client. Nous, aujourd'hui, on a fait en sorte qu'il y ait 3 modes de travail. Il y a le home office, donc à la maison, hein, c'est plus devenu un privilège, hein, le télétravail, c'est devenu un standard. Donc, voilà, aujourd'hui, si on propose pas de... Déjà, comme tu le disais, on a du mal à recruter. Mais je pense que Cinétis, chez nous, c'est pareil. Si on dit qu'il n'y a pas de télétravail, alors là, on ne recrutera plus personne. Donc, le télétravail, c'est devenu un standard. Travailler chez le client, les clients l'exigent toujours. Mais on a aussi pris le pari chez Prism d'avoir des locaux tout de suite. Donc, dès notre premier salarié, on a eu des locaux et on a essayé d'avoir vraiment des locaux attirants pour que les gens aient cet esprit de famille. On a toujours tendance à dire qu'un esprit de famille, c'est autour d'une maison et notre agence, chez nous, est très importante. Donc, on fait en sorte que nos collabs puissent être à la fois chez eux, chez le client et à l'agence de chez Prism dans le Nord. Donc, pour rappel, on est une boîte qui est à Lille, on est basé à Lille. Donc ça c'est un des premiers points. Et aussi, quand on négocie les missions avec les clients, on l'énonce et on dit que pour nous, c'est important pour nos collabs qu'ils soient disponibles pour être à la fois chez eux, chez nous et chez le client directement. Et pour ça, en fait, cette vie d'agence, cette vie de famille un peu qu'on a jusqu'à maintenant, on fait participer nos collaborateurs. On a toujours besoin de leur demander si les processus qu'on met en place sont OK avec leur état d'esprit. Évidemment, on garde la décision, hein, c'est normal, mais on a besoin de les construire avec eux parce que c'est eux aussi qui font que l'entreprise existe. Et on les inclut dans d'autres choses un peu plus légères, évidemment, dans des événements, dans les décorations du bureau, enfin, plein de choses qui font que parfois on n'est pas qu'à penser au travail et qu'il y a un vrai esprit d'inclusion qui passe par ce genre d'action. Je parlais un peu de la passion, mais on a un peu cette chance au final de tous bosser dans l'IAM chez nous, donc dans la gestion des identités. Donc, les thématiques chez nous, ça ne tourne qu'autour de ça. Quand on parle travail, on parle que de ça, que ce soit technique ou chefferie de projet, direction de projet, stratégie. Et donc, on a une vraie volonté de faire presque participer tout le monde à des avis, à des décisions, à qu'est-ce que tu en penses. Encore hier, j'ai un de mes collègues qui m'a dit, bah écoute, qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais proposer ça chez mon client. Et on se met tous autour de la table. Ah, t'as pas 5 minutes, hop. Et ça, vraiment, se sentir écouté derrière parce qu'on a tous vu des contextes différents, c'est quelque chose qui font qu'on se sent utile dans l'entreprise. On le ressent quand un de nos collaborateurs a une très bonne idée, qui se sent écouté. C'est cette satisfaction et ce sentiment vraiment d'être important qui fait qu'aujourd'hui, les gens se sentent, je pense, bien chez nous. Et le dernier aspect, mais j'en ai déjà parlé et c'est important aussi pour Cinétis, c'est le mentoring. Nous, on a tous cette volonté. Donc aujourd'hui, on est 4 dirigeants, on est tous mentors de quelqu'un chez nous. Donc on a des créneaux chaque semaine qui sont réservés pour qu'on puisse voir nos mentees. Et en plus de ça, on a toujours un canal privilégié pour communiquer, à la fois pour les former et pour qu'ils aient toujours un interlocuteur chez nous pour répondre: qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Et avoir un peu toujours ce canal de communication, non seulement ça rassure, mais ça donne cette confiance à nos consultants pour pouvoir grandir à la fois chez eux et chez nos clients. C'est bien, on est aligné, j'ai les mêmes. Je partage totalement. Donc, le choix était très bon, hein. Je pense qu'on se complète bien sur les visions. On va parler avant. Non, pourtant, on se découvre aujourd'hui. Ouais. Du coup, oui, nous, de notre côté, c'est vrai qu'on a un peu plus, on va dire, processé tout ça. Bah, forcément, hein, vous imaginez bien que vu la taille de la structure, il a fallu qu'on mette un petit peu de process derrière. Je pense que le point principal, en tout cas, pour fidéliser les collaborateurs, c'est de les écouter, de comprendre quels sont leurs leviers, quelles sont leurs attentes, comment on peut les nourrir aussi, que ce soit au niveau des projets sur lesquels on les positionne, sur la formation,
formation, sur les trajectoires de carrière. Donc, on mène des enquêtes annuelles tous les ans chez Synetis pour un peu prendre justement le pouls, prendre de l'information, les écouter, savoir exactement où est-ce qu'ils en sont. Et puis ensuite, on a 2 moments très clés, on va dire, dans l'année de rencontres avec les entretiens de fin d'année, bien sûr, et puis les entretiens à mi-année, qu'on a vraiment très, très fortement axé aussi sur non pas juste faire le point de voilà comment s'est déroulée ton année, est-ce que tu as atteint tes objectifs, pas tes objectifs, mais c'est vraiment, le but est d'aller beaucoup plus loin et d'en profiter pour faire le point sur ce qui s'est passé sur l'année, effectivement, mais également de pouvoir se projeter. On a mis pour ça en place une GPEC avec une cartographie métier, des référentiels métiers. Bon, ça peut paraître très compliqué, mais tout ça pour dire que ça permet en fait de donner une visibilité, une trajectoire aux collaborateurs qui lui permet de dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis rentrée chez Synetis en tant que consultant junior. Mon objectif à terme, c'est de devenir lead technique, c'est de devenir manager, c'est de devenir chef de projet. Pour pouvoir aller là, voilà comment il va falloir que je travaille, quelles vont être les compétences que je vais devoir développer. Qu'est-ce que je vais pouvoir actionner comme levier de formation, soit en auto-formation, en formation externe, en certification, en coaching, enfin voilà, il y a plein de leviers qui peuvent exister. Et donc, je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à fidéliser. C'est effectivement, écouter ce que les salariés ont à nous dire pour qu'on s'améliore au quotidien de manière globale, collective, mais également de manière individuelle pour chacun d'entre eux. Et puis ensuite, de pouvoir aussi travailler sur une évolution permanente de l'entreprise, d'être en permanence aussi, je dirais, à l'écoute de ce qui se passe sur le marché pour ne pas se laisser dépasser non plus. Et puis de leur proposer, en tout cas, des événements aussi. Alors nous, on a un planning événementiel un petit peu chargé parfois, puisqu'on a un événement par mois. Donc c'est vrai qu'il y a ces enjeux-là. Et puis, il y a un point qui est important aussi. Alors, moi, j'ai connu par le passé d'autres expériences en ESN cette fois, dans ma première partie de carrière, une dizaine d'années en ESN, tout au début de ma carrière de RH. Et c'est vrai que la particularité, c'était qu'on avait l'intégralité de nos collaborateurs qui étaient positionnés sur des missions chez les clients, qu'on ne voyait jamais finalement dans les locaux de l'entreprise, qui passaient leur journée au sein des entreprises clientes. Et là, on était sur des différences, en tout cas des leviers complètement différents que ceux que moi je peux rencontrer aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 25% de nos collaborateurs qui sont positionnés effectivement en mission chez nos clients, mais qui viennent quand même au bureau. Donc c'est important de garder ce lien aussi de rencontre, de venir au bureau, de participer aux événements, de travailler ensemble sur des projets, de faire de la capitalisation aussi pour pouvoir justement être dans cette optique aussi de transmission de savoir. Et puis de les accompagner dans cette démarche-là. On a également mis en place, et ça c'était déjà là avant même que j'arrive, pour vous dire qu'ils avaient déjà bien mis tout ça en place. C'est pas moi qui ai tout créé en arrivant il y a 4 ans, mais en tout cas ils avaient mis également en place un suivi de proximité avec un référent RH qui est nommé en fait pour chacun des collaborateurs qui arrivent. Donc il n'a pas cette casquette de manager ou d'encadrant technique ou autre, mais vraiment une épaule RH, une oreille RH à laquelle venir parler, raconter un petit peu comment ça se passe, etc., les éventuelles difficultés rencontrées, les besoins en formation, voilà, donc les souhaits qu'il peut avoir. Donc ça permet d'avoir des points de rencontre en fait extrêmement réguliers tout au long de l'année et en fait de garder aussi ce lien de proximité avec les collaborateurs qui ne se sentent pas finalement éloignés de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, quoi. C'est vrai que je partage, j'ai eu des mêmes problématiques dans d'anciennes vies, mais moi pas en tant qu'RH, mais du coup en tant que consultant. Et je pense que la pire des choses qui font qu'un consultant se détache de son entreprise, c'est l'absence d'écoute. Moi, j'ai déjà eu même de mes précédents RH quand j'étais dans des cabinets de conseil où ils avaient absolument aucune idée de qui on était, de notre carrière. Enfin, si avec un peu de chance, ils avaient relu mon profil 5 minutes avant. Et c'est clairement ce genre de choses qui a fait que je suis parti de mes précédentes entreprises. Et c'est vrai qu'avoir ces moments privilégiés, aujourd'hui, c'est très, très important. Alors, dans une grande entreprise, c'est encore plus important. Mais même nous, à petite échelle, on a déjà ritualisé ça aussi pour être certain de jamais laisser l'opportunité à un problème de s'installer et que le salarié soit toujours écouté. Et en effet aussi, la partie RH, il y a des rituels chaque année où les personnes peuvent exprimer sa carrière, ses besoins. Et ma RH nous disait même, on doit accompagner la personne sur sa carrière
que ce soit chez nous ou ailleurs, si demain elle veut devenir boulanger, alors on doit l'accompagner et faire en sorte qu'il se sente bien pour partir de chez nous de la meilleure des façons. Et c'est vrai que cette écoute, c'est important. Ouais, je partage totalement. Le bien-être avant tout. Oui, et puis il ne faut pas Et oublier que finalement, le monde du travail, ça reste un petit monde. Moi, j'ai recroisé d'anciens collaborateurs 10 ans après, etc., en changeant pourtant de secteur entre-temps. Donc moi, et c'est vrai qu'après, avec ma casquette RH, je suis toujours partie du principe que je fais souvent le parallèle, alors ça peut paraître un peu particulier, mais de la relation de travail un peu avec la relation de couple. Parce que finalement, la communication, s'il n'y en a pas, on va vite dans le mur. Donc le principal, c'est de se parler, de s'écouter, de s'entendre, de trouver parfois des compromis aussi, parce que on peut avoir aussi des collaborateurs parfois qui viennent nous voir en nous disant j'ai envie de changer de branche de la cyber. Par exemple, aujourd'hui, je travaille je sais pas, en sécurité opérationnelle, demain j'ai envie d'aller faire du pentest, ok, bon, il va falloir mettre quand même un processus d'accompagnement pour pouvoir faire cette mobilité en interne, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc ça, c'est des sujets aussi où il faut savoir donner de la visibilité et temporiser. Et puis, il y a aussi le sujet parfois de départ, malheureusement. C'est, je dirais, un peu la vie dans le monde du travail, où parfois on en vient à se séparer. Pour moi, on peut se quitter sans se quitter se fâcher. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, on peut se retrouver aussi sur le chemin du monde du travail. Et donc, c'est ça qui est important. Moi, j'aime à dire que, en tout cas, voilà, les collaborateurs avec qui j'ai été amenée à travailler, j'espère en tout cas qu'ils gardent un souvenir de moi comme étant une RH à l'écoute, bienveillante, et que ce soit dans des situations sympas, quand on fait une promotion, par exemple, une augmentation, une mobilité interne, un déménagement, enfin ce genre de choses, mais aussi dans le cadre de départ, parce que oui, ça arrive et c'est normal, c'est le jeu, je dirais, du monde du travail, mais on peut le faire avec beaucoup d'humanité et beaucoup de bienveillance. Ouais, on est tous humains avant tout. Hein. C'est vrai que l'étiquette de l'entreprise, certes, on la représente, mais on parle toujours aussi pour nous. C'est important. C'est ça. Et donc, pour les consultants qui sont en interne, on a bien compris que c'est un enjeu qui était extrêmement important pour vous. Et pour les nouveaux arrivants, pour l'onboarding, comment ça se passe, sachant que vous deux, vous avez des tailles d'effectifs qui sont différentes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'onboarding? Comment vous les accompagnez sur leurs premiers mois, sur la découverte aussi de nouvelles problématiques? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place? Je vais peut-être démarrer, ouais. Alors nous, le programme d'intégration, en fait, il va différer un petit peu entre cette partie Summer académique. Du coup, je vais laisser un petit peu de côté puisque c'est une partie un peu spécifique de notre année. Mais je dirais que tout au long de l'année, on a des intégrations qui arrivent de manière très régulière. Et donc, l'idée, c'est de les intégrer déjà dans un premier temps. Pour moi, l'intégration, elle démarre en fait dès que le candidat en fait accepte la proposition de collaboration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait plus mutuellement et on prend l'engagement de travailler ensemble, on peut pas se dire que parfois, on va attendre 3 mois si la personne a un préavis à faire, qu'il rejoigne les rangs de l'entreprise. Le onboarding, il passe aussi par le fait de garder le contact pendant toute cette période-là, donner de la visibilité sur à quelle heure on l'attend, quelle tenue vestimentaire. C'est souvent une question bête qu'on peut se poser, de se dire tiens, j'ai mon premier jour, je sais pas comment je m'habille pour mon premier jour. Est-ce qu'ils ont prévu un déjeuner, pas un déjeuner? Est-ce que j'emmène Voilà, donc il y a toutes ces petites questions, c'est donner de la visibilité déjà avant même que le premier jour de travail prenne vie en fait, parce que il y a toutes ces petites questions qui peuvent se poser et qui vont en tout cas commencer déjà à créer de la relation aussi avec le collaborateur. Ensuite, sur le onboarding, nous, le process, il est assez simple. On a une matinée d'intégration qui est dédiée, qui est animée par les ressources humaines, donc par mon équipe, avec un petit déjeuner où on invite les chargés de recrutement qui ont participé au processus de recrutement, les opérationnels avec qui ils vont travailler, donc vraiment les équipes pour qu'ils puissent commencer déjà à identifier des visages, etc., etc. Retrouver le manager qu'il aura vu en entretien, comme ça permet aussi d'avoir quelques têtes un petit peu connues, parce que quand on arrive et qu'on a 30 personnes dans la salle de réunion qui vous souhaitent la bienvenue, c'est bien d'avoir 1 ou 2 visages connus quand même, sinon ça peut faire un petit peu peur.
Et puis ensuite, il y a une présentation de l'entreprise qui est faite, le tour des locaux, la remise de matériel, enfin voilà, donc quelque chose d'assez classique. Et puis ensuite, on demande à tous les managers qui accueillent un nouveau dans leur équipe de les emmener déjeuner avec le reste de l'équipe. Donc il y a un déjeuner d'intégration qui est prévu. Et ensuite, l'après-midi, c'est une après-midi qui est complètement banalisée pour le consultant qui va accompagner en tout cas le nouveau collaborateur dans ses fonctions pour lui faire découvrir un petit peu les différents outils, etc., etc. Ensuite, en fonction des différents métiers, ça va varier un petit peu parce que on va avoir soit des personnes qui vont rentrer plutôt dans des processus de formation, notamment quand on doit aller chercher des certifications sur certaines technos ou autres. Pour d'autres, ça va être des formations plutôt enfin, je dirais, délivré dans les locaux de Cinetis et avec les équipes. En tout cas, il y a un mois d'accompagnement très fort pendant lequel le référent RH va venir de manière très régulière aussi prendre la température. Donc, à la fin de la première journée, le petit message de comment ça s'est passé, est-ce que tout s'est bien déroulé sur ta première journée, à une semaine. Et puis ensuite, voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de garder ce lien et potentiellement de pouvoir aussi détecter quelque chose qui aurait pu mal se passer tout de suite pour pouvoir y remédier très rapidement. Et ensuite, on organise une fois tous les 2 mois un Welcome Day. Donc, c'est une grande journée banalisée, pareil, pour tous les nouveaux qui ont rejoint l'entreprise. Là, ça a lieu demain. Donc, vous voyez, voilà, on est à la veille de notre Welcome Day. On a encore quelques petites choses à finaliser ce soir. Mais l'idée, c'est de regrouper du coup tous les nouveaux arrivants qui nous ont rejoints. Et on a en fait tous les différentes personnes de l'entreprise qui vont venir présenter les services. Ça démarre par une présentation par l'un des 2 cofondateurs de l'entreprise, donc comment la société s'est créée, pourquoi Cinetis, qu'est-ce que c'est, voilà. Et puis ensuite, on va avoir tous les différents responsables de practice, donc c'est les patrons des business units en fait, qui vont venir parler de leur métier. Et les ressources humaines également qui sont présentes. Et on fait une sensibilisation aussi à la sécurité informatique en interne, parce que parfois les cordonniers peuvent être les plus mal chaussés. Donc de donner aussi, on va dire, les bonnes habitudes dès le début à nos collaborateurs pour éviter qu'eux-mêmes reproduisent les bêtises qu'on ne veut pas voir nos clients faire. Samuel, tu avais un point en plus? Ouais, évidemment, on a un process d'onboarding aussi chez nous, mais on a moins de choses. On a quand même beaucoup de choses dans notre liste, mais évidemment, on a un process un petit peu différent. Donc, on a toujours tendance à dire que l'onboarding, en fait, il se prépare aussi bien avant qu'après l'arrivée de la personne. En fait, ce qu'on souhaite faire absolument, c'est de faire en sorte que la personne, et c'est pareil en fait en gestion des identités, mais c'est qu'elle soit confortable et qu'elle ait tout le confort qu'il faut et qu'elle soit satisfaite de son premier jour, parce qu'on n'a qu'une occasion de faire une première impression. Et moi-même, j'ai vécu des situations parfois où j'arrivais le premier jour, on avait carrément zappé que j'arrivais, j'avais pas d'ordinateur ou mon compte n'était pas créé, etc. Et il n'y a rien de plus désagréable, surtout dans le sentiment d'appartenance. Donc on essaye on s'efforce et on y arrive très bien à faire en sorte que quand la personne elle arrive, elle a son bureau de prêt avec son matériel prêt sur son bureau et tout ce qu'on souhaite lui offrir à son arrivée. On se réserve au moins une demi-journée, voire une journée pour lui présenter l'entreprise, lui présenter les process, faire en sorte de signer tous les documents nécessaires à son arrivée. On va dire ça, c'est un peu la partie administrative. On déjeune avec elle, évidemment, aussi, tous ensemble le midi, donc toute l'entreprise, je peux encore le dire, aujourd'hui, c'est facile chez nous. Donc, on déjeune tous ensemble et puis on lui présente son programme qu'on lui a prévu. Donc, évidemment, c'est très sur mesure parce qu'entre un alternant, un stagiaire, un junior, un senior, on ne va pas forcément avoir le même. Mais ce qu'on prévoit, évidemment, c'est comme on prévoit toujours un peu à l'avance sur quel domaine on va le faire en sorte qu'il travaille, par ses appétences, par son CV, par ses envies et aussi par nos besoins clients. On a ce planning qui est prêt et la plupart du temps, ça passe par des sessions où les collaborateurs, nous, les dirigeants aussi, la RH lui présentent des choses, on lui présente des sujets techniques, on lui présente des sujets clients, des contextes et on a tout un process en fait de remise à niveau en termes de gestion des identités et des accès, parce que c'est un sujet tellement qui nous passionne qu'on peut en parler pendant des heures. Donc, on a été obligé de structurer tout ça. Et on a un process de ramp-up de cours qu'on donne à nos newcomers pour qu'ils puissent être à l'aise dans leur nouvelle ou dans leur spécialité qu'ils continuent à pratiquer.
Et ça s'étend généralement sur 1 à 2 semaines, où évidemment il est autonome sur pas mal de choses, hein. On veut faire en sorte qu'il ait les bonnes plateformes, les bons outils pour qu'il puisse évoluer. Et au bout de 2 semaines, on fait en sorte qu'il puisse nous rejoindre sur un sujet chez un client. Et justement qu'on puisse le présenter à des clients, peu importe la mission, on veut qu'il puisse rentrer dans son métier de consultant le plus vite possible. Très, très clair. Et justement, quand un consultant part en mission chez l'un de vos clients, avec qui il interagit le plus souvent? Est-ce que c'est des tech leads? Est-ce que c'est plus des chefs de projet? Ouais. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus de visibilité à ce niveau-là? Nous, là-dessus, en fait, ça va dépendre de la mission. Nous, clairement, on a des consultants qui peuvent parler avec peu importe les personnes, hein, aussi bien des personnes qui sont stratégiques ou des personnes plus opérationnelles. Ça va vraiment dépendre. Si on a des chefs de projet, ils vont potentiellement devoir défendre leur sujet auprès de personnes stratégiques. Et on a des personnes qui bossent plus dans l'intégration et dans l'expertise technique, et ils vont devoir être en capacité de parler avec les autres équipes techniques. Dans tous les cas, ce que je disais, il faut savoir à la fois parler un peu avec tout le monde et adapter son discours en fonction de notre interlocuteur. Et la posture qu'on doit adopter doit toujours être adaptée. C'est-à-dire qu'on doit toujours faire en sorte chez nous qu'un consultant soit en capacité d'avoir le bon discours au bon moment, et qu'on n'ait jamais peur de le mettre face à quelqu'un en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va répondre » ou « Quelle attitude il va avoir ». Il faut qu'on ait confiance en ça, ou alors ça veut dire qu'on a loupé quelque chose soit dans le recrutement, soit dans son process d'onboarding. C'est en phase. Après, je suis complètement d'accord avec ce que dit Samuel. C'est vrai qu'il y a un point qui est hyper important, c'est que, et notamment sur la partie gestion des accès, nous on le voit sur la partie conseil, qui va plutôt être sur la phase avant délivrer des projets, mais vraiment de compréhension des besoins. On se rend compte que notamment les ressources humaines sont des personnes à aller interviewer plus dans ce genre de gestion-là, dans ce genre de sujet, parce que sur la gestion des accès, il y a souvent une faille qui peut vite arriver, qui réside sur la partie entrée-sortie des collaborateurs. Et donc, c'est vrai que aller expliquer à moi, quand au départ, on est venu m'expliquer certaines choses, je me disais oulala, j'avais vraiment le sentiment d'être la blonde qui n'allait pas forcément tout comprendre. Donc, finalement, ils arrivent, c'est le fort qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent à vulgariser suffisamment bien le sujet pour que tout le monde puisse le comprendre et pouvoir s'adapter en fait au niveau de connaissances que peut avoir l'interlocuteur. Donc ça, c'est extrêmement important. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir tout niveau, pareil, chez Synetis, un interlocuteur. On peut avoir des personnes chez nous, par exemple, qui vont intervenir comme adjoints à RSSI. Donc là, ils vont être finalement dans les strates hautes des entreprises, avec beaucoup de politique, avec des postes très, très haut placés, avec qui ils peuvent échanger en direct, des chefs de projet, la partie technique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette adaptabilité, finalement, elle est absolument indispensable, parce qu'on peut être très bien amené à parler à quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la cyber le lundi, et puis le mardi se retrouver face au RSSI qui va venir vous demander des comptes sur le sujet. Bon, voilà, donc adaptation et adaptation du discours. Et donc aujourd'hui, on est sur des sujets qui sont extrêmement larges, extrêmement techniques. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de se spécialiser plus dans tel ou tel secteur? Et aujourd'hui, quelle perspective d'évolution vous proposez-vous en interne pour les différents consultants qui vous rejoignent? Tu peux continuer, Céline, vas-y, je t'en prie. Ok, ça marche. Bon, alors nous, c'est vrai qu'on a une organisation chez Synetis qui est de toute façon qui est par filière métier. Donc aujourd'hui, on va avoir un certain nombre de grandes familles métiers que nous, on va appeler des practices. On va adresser toute la partie identité, justement, avec toute la gestion des accès dont parlait Samuel tout à l'heure, qui est un peu le métier historique de Synetis, puisqu'on a démarré comme intégrateur de solutions en cyber. Donc toute cette partie-là, c'était un peu le fort de l'histoire de Synetis au démarrage. Et puis ensuite, on a développé tout ça avec notamment toute la partie du coup sécurité opérationnelle. Donc là, on va être plutôt sur de la sécurité défensive. On a la partie audit où là, on est plutôt sur tout ce qui va être test d'intrusion, pen test, etc. Et puis on va avoir toute la partie également
je vais y arriver, GRC, donc gouvernance, risque et conformité, où là, on va intervenir sur des sujets qui ne sont pas forcément techniques en soi, mais qui vont être plutôt du fonctionnel et qui vont être plutôt comment mettre en place une gouvernance en fait efficace au sein d'une entreprise, faire des analyses de risque, ce genre de choses. Donc chez nous, en fait, cette spécialisation, elle existe dès le départ, puisque aujourd'hui, effectivement, on va diriger en fonction du parcours, en fonction des appétences du candidat, on va le diriger plutôt vers l'une de ces spécialités, avec un programme de formation adapté. Mais ensuite, il existe aussi des tremplins possibles en interne, des passerelles qui peuvent exister avec des formations qui, du coup, sont aussi délivrées en interne et qui permettent de faire des mobilités. On avait, par exemple, un collaborateur qui était sur toute la partie IGA, donc toute la partie gouvernance des accès, qui nous a dit « Bon, moi, ça m'intéresse, mais ça fait quelques temps maintenant. J'ai envie de faire un peu autre chose. » Très bien, on l'a accompagné et là, justement, le mois prochain, il va changer de service, il va changer complètement de sujet au quotidien et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, oui, il est possible de se spécialiser. Après, certains préfèrent avoir une vue plutôt globale aussi et puis pas être exclusivement sur un seul des domaines de la cybersécurité. Mais encore une fois, comme le disait Samuel très justement tout à l'heure, c'est hyper vaste la cyber aujourd'hui. Et c'est compliqué, étant donné tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas, de pouvoir être en tout cas un cadre sur l'intégralité des sujets, je pense. On va dire qu'on est expert en tout, c'est expert en rien, on va pas se mentir. C'est ça. Exactement. C'est facile de détecter ça quand on a les entretiens, c'est sûr que... C'est ça. Plus on se spécialise, voilà, c'est quelque chose d'assez important. Nous, c'est à peu près pareil. Je dis toujours, il y a plusieurs axes un peu d'évolution. C'est en effet, il y a la partie technologique, c'est-à-dire que si quelqu'un veut migrer d'une technologie à une autre parce qu'il a envie de découvrir peut-être des choses concurrentes à ce qu'il avait l'habitude de bosser, on peut évidemment y répondre. On a pas mal d'éditeurs qui sont partenaires avec nous et on veut faire en sorte justement de couvrir un maximum de technologies différentes. Après, dans le temps et dans l'évolution, on a souvent tendance à dire que quelqu'un soit continue à se spécialiser dans une technologie, dans un domaine, et donc il passe un peu de développeur, intégrateur à plus un concept d'architecte. Vraiment, c'est un peu le top de l'expertise pour être en capacité de construire des solutions de A à Z avec une équipe d'intégration derrière. Ou alors plus migrer vers de la partie direction de projet et direction stratégique. Voire un peu mêler les deux, parce qu'aujourd'hui, on a un peu, nous, ce parti pris de dire qu'un bon chef de projet est forcément quelqu'un qui a travaillé avant dans des domaines un peu plus techniques, pour pas que son équipe, justement, elle perde le lien avec lui et qu'il se fasse comprendre aussi de ses équipes. Je sais qu'il y a un peu deux écoles là-dedans, mais nous, c'est vraiment l'école qu'on prône chez nous. Et après, voilà, donc nous, on est très spécialisé globalement autour de l'identité, mais évidemment, il y a pas mal de domaines différents dans l'identité. Comme le disait Céline, il y a l'IGA, c'est un très gros sujet aujourd'hui. Donc, la gestion globalement des identités et leur gouvernance. Tout ce qui est access management avec l'authentification des collaborateurs et qui s'étend aussi aujourd'hui à l'authentification des clients, qui est un gros sujet aujourd'hui, la gestion des identités clientes. Avec tout ce qui est marketplace et tout ce qui se développe aujourd'hui dans le e-commerce, c'est devenu un sujet incontournable, surtout aussi dans le domaine de la gestion d'identité. Tout ce qui est gestion d'annuaire, bref, tout ce qui tourne autour de ça, il faut que nos collaborateurs puissent être libres justement d'aller d'un sujet à l'autre et d'une expertise à une autre le plus facilement. Et pour reprendre ce que disait Céline avant, en fait, il faut qu'on sache les écouter. C'est-à-dire que quand quelqu'un a envie de quelque chose, il ne sait pas toujours l'exprimer. Parfois, il veut juste dire « j'en ai marre ». Et il faut qu'on puisse justement creuser et comprendre vraiment déjà pourquoi il en est là aujourd'hui et où est-ce qu'il voudrait aller demain pour être sûr que sa carrière puisse continuer le plus sereinement possible. Complètement en phase. Puis c'est vrai que chaque personne finalement va avoir des envies différentes. Donc, c'est en écoutant, encore une fois, qu'on va pouvoir au mieux accompagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut imaginer plein de trajectoires différentes, en tout cas, qui peuvent permettre de toucher à plein de... Je parlais des trajectoires un peu transverses tout à l'heure qu'on peut imaginer pour passer finalement d'une expertise à une autre dans ce grand cercle de la cybersécurité. On peut avoir aussi des filières d'évolution vers des postes de manager, de direction de projet, de chefferie de projet. C'est assez, voilà, nous, on a des personnes aussi, moi, je l'ai découvert un peu, j'étais assez surprise de ça parce que j'avais ma vision à l'époque de très jeune RH, il y a une vingtaine d'années, où pour moi, le Graal absolu, c'était de devenir manager. Et j'ai découvert des personnes qui avaient à l'époque l'âge de mon papa, une cinquantaine d'années, quand moi, j'en avais une vingtaine, et qui me disaient...
mais tu sais, Céline, moi, manager, je veux pas. Moi, ce que j'aime, c'est c'est la technique, c'est de rester pointu sur mon domaine, de continuer à m'alimenter au quotidien, de faire de la veille, etc. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup surprise et c'est comme ça que j'ai découvert aussi qu'il y a une filière que parfois on oublie et qu'on exploite peu, pardon. C'est cette filière d'expertise technique. Moi, j'en ai aujourd'hui qui me disent, bon, moi, le management, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on verra. Aujourd'hui, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'avoir une casquette de lead technique, de pouvoir venir, notamment des personnes qui aujourd'hui sont architectes chez nous. Ils n'ont pas forcément pour vocation à vouloir demain encadrer des équipes parce que ce qui les intéresse, c'est vraiment de rester dans leur cœur de métier initial et pas forcément d'aller ajouter de la relation client plus en dehors de leur job du quotidien, comme pourrait le faire un chef de projet ou de manager à piloter et à manager des équipes de manière hiérarchique aussi. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on est dans un secteur qui permet en tout cas de pouvoir donner des perspectives à chacun en fonction de ses envies du moment et puis de savoir aussi se dire j'en avais pas envie il y a 3 ans quand on en a parlé, mais aujourd'hui, tiens, je commence à y réfléchir et puis peut-être que cette perspective que j'avais laissée de côté il y a encore quelques années, aujourd'hui, j'ai bien envie d'aller tenter ma chance. Et ça, c'est ce qui est chouette. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, mais il y a un principe, je pense qu'on a tous connu et qui est un biais issu du fait qu'à la base, on voulait tous devenir manager, ou en tout cas il y a 20 ans. C'est le principe de Peter, il me semble, mais bon, grosso modo, c'est juste pour dire qu'on est tous dirigés par des incompétents. Et on voit encore ça tous les jours, des gens qui rêvent de devenir un jour manager alors qu'ils étaient excellents dans leur domaine de compétences, qui étaient indispensables et qui vraiment avaient un domaine de technique superbe. Et grâce à ça, ils ont pu demander à passer manager. Et le jour où ils sont passés manager, c'est devenu une catastrophe parce qu'ils ont lâché à la fois là où ils étaient experts et ils ne peuvent plus y travailler. Et ils n'ont pas la fibre managériale. Et résultat, ils sont à nouveau mauvais dans un domaine et donc ils ne peuvent plus évoluer. Et ce principe dit qu'au final, tout le monde est limité par son niveau d'incompétence. Et c'est dommage parce qu'en effet, c'est très franco-français, mais aux US, c'est loin d'être le cas. Mais on favorise énormément les développeurs et les expertises techniques dans d'autres pays, alors que chez nous, on rêve tous de devenir gestionnaire d'équipe, alors que, en effet, une fois qu'on y est, souvent on regrette parce que c'est très compliqué à gérer au quotidien. Gérer l'humain, ça s'apprend, ou voir c'est quelque chose qu'on a en nous à la base. Et quelqu'un qui ne l'a pas et qui est juste à la base expert dans son domaine n'est pas toujours à l'aise pour changer. L'humain est toujours très, très imprévisible. C'est ce qui fait aussi que les... qu'on s'ennuie pas au quotidien. Ouais, voilà, exactement. Il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on réponde aux différentes questions qui ont été posées dans le chat. C'est vrai que je n'avais pas ouvert le chat. On a brièvement répondu tout à l'heure, mais on peut peut-être faire un petit rappel pour Julien. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives d'évolution pour un consultant en cyber ? Moi, je dirais qu'elles sont multiples et que ça va dépendre aussi de ses envies. Donc, ça dépend aussi des projets sur lesquels il intervient. Mais comme le disait Samuel, il y a aussi tous les différents sujets liés à la cyber, toutes les technos. Donc, l'apprentissage, en fait, peut être infini. Et puis, du coup, on peut continuer à développer ses compétences et devenir de plus en plus expert. Sur la plupart des technos, notamment sur lesquels mes collaborateurs travaillent, il y a des niveaux aussi de certification qu'il faut aller chercher. Donc, quand on atteint le niveau le plus haut d'une certification, c'est quand même un grand moment, en tout cas pour tout le monde, pour le collaborateur, mais aussi pour l'entreprise. Après, il y a des perspectives qui peuvent être diverses. On peut aller, comme je le disais, vers de la chefferie de projet, de l'encadrement de projet. On peut aller vers aussi toute la partie, je dirais, d'avant-vente. Donc, ça va être aussi de participer à la construction de réponses, par exemple, à un appel d'offres ou à une sollicitation client. C'est comment je réponds à son besoin, comment je fais le chiffrage technique, etc. Donc ça, c'est des sujets aussi qui peuvent être créer des passerelles un peu plus commerciales, on va dire. La perspective, bien sûr, de devenir manager. Et puis, comme je le disais, cette perspective aussi qui est à ne surtout pas négliger, qui est de continuer sur ce développement des compétences et de devenir lead technique, donc référent technique. Ça, c'est, en tout cas, je sais que moi, chez nous, ils se battent tous pour être référents sur tel ou tel sujet parce que c'est hyper valorisant.
d'être le sachant vers qui on va se tourner pour avoir des conseils quand on est perdu sur un sujet, quoi. Ouais, totalement. Je vais pas te paraphraser, je suis complètement en phase. Je rajouterais juste quelque chose, c'est que quand on est consultant, et même peu importe le métier qu'on fait, mais il faut toujours essayer de se fixer un point de destination, une cible qu'on veut atteindre. Moi, quand j'ai commencé à bosser, j'étais stagiaire avant et je me suis dit, tiens, un jour, je serai DSI. Et il faut essayer de mettre toutes les étapes le long de son chemin pour y arriver. Et tout en ayant comme paradoxe de se sentir libre de changer de chemin entre-temps. Se dire, bah, très bien, pour aller vers DSI, il faut d'abord faire ci, d'abord, puis faire ça, puis faire ça, puis faire ça. Puis à un moment, on se rend compte qu'en fait, la destination, c'est plus trop ça qui nous intéresse. Et réorienter. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, on a gravi des marches, on a appris des choses. Et quand on se retourne, on fait, ouah, j'ai déjà fait pas mal de choses, en fait. Et c'est ce sentiment, en fait, de satisfaction et de progression qui va faire qu'on est épanoui dans notre carrière et qu'on saura la développer. Et c'est voilà, en parallèle justement de toute cette expertise, un bon conseil, c'est de se fixer un objectif et pas hésiter à le changer quand c'est nécessaire. Je suis assez d'accord. Et puis surtout de regarder derrière soi aussi le chemin parcouru, parce que parfois on oublie cela et c'est important de pouvoir se dire, ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça. Faire des événements parfois, dire, attends, mais à une époque, j'aurais jamais été capable de faire ça ou j'aurais paniqué. C'est vrai que c'est toujours bien aussi de se féliciter soi-même. Ça. Voilà, participer à une table ronde en direct, filmer, qui va être diffusée sur YouTube. Avec des futures licornes, tout ça. C'est ça. Voilà. On a une deuxième question de la part de Zito qui nous demande est-ce que vous prenez des alternants en cybersécurité? Nous, oui. Nous, on en prend aussi, mais en fait, on essaie de respecter, on va dire, comme on n'est pas beaucoup, on essaie de respecter un quota, forcément, parce qu'on essaie d'avoir un nombre de seniors, un nombre de juniors et un nombre d'alternants chaque année. Et donc, on ouvre des postes d'alternants de plus en plus chaque année. Voilà. Okay. Mais, et de l'alternance en dernière année ou peu importe, quels sont aujourd'hui un petit peu vos critères? Peu importe. Enfin, plutôt dernière, en tout cas, niveau bac plus 4, bac plus 5. Ok. À peu près pareil aussi. Ouais. Même si nous, on a un de nos alternants qui finit cette année, qui aura fait toute son alternance quasiment chez nous ces 2 dernières années. Mais voilà, faut se sentir libre de postuler, tout est possible. Ok, très très clair. Okay. Et au niveau de la durée du process de recrutement chez vous en interne, en moyenne, est-ce que vous aurez une petite fourchette? Toujours pour Julien qui nous a posé une deuxième question. Merci beaucoup, Julien. Bon, alors chez nous, ça va varier un petit peu. C'est vrai que ça va dépendre aussi des profils et des personnes à rencontrer. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je suis en train de recruter un senior manager qui a plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans notre domaine. Donc, voilà, on est sur des steps de recrutement beaucoup plus longs, en tout cas, que un processus qui est beaucoup plus long parce que plus de monde à rencontrer. Et puis, voilà. Sur un temps classique, nous, on essaye d'aller très vite. On a raccourci nos processus de recrutement au maximum. C'est-à-dire que le processus de recrutement, c'est un entretien avec un chargé de recrutement par téléphone dans un premier temps, une visio avec le recruteur et une personne opérationnelle qui va pouvoir parler métier, etc. Et un dernier step d'entretien avec un décisionnaire pour pas qu'on parte dans 50 directions. Donc, généralement, le temps moyen, il se situe entre 15 jours et 3 semaines à peu près chez nous sur un recrutement classique. Après, sur des postes plus complexes, oui, on peut avoir jusqu'à 1 mois et demi parfois, mais c'est le jeu un petit peu. Alors nous, on pourrait penser que c'est plus court parce qu'on est plus petit, mais au final, on est peut-être plus petit, mais on a moins de, on a plus de risques de, enfin, si on se trompe, en tout cas, les conséquences seront plus grandes. Donc non, on prend pas moins de temps spécifiquement. Généralement, il y a toujours un scoping call qui est fait avant tout entretien pour être sûr que, bah, voilà, on se trompe pas dans le process et on va pas perdre 1 heure pour rien. Ensuite, on a 2 entretiens, un entretien un peu qui évalue le profil, le soft skill, l'évaluation un peu du CV. Et si c'est concluant, on a un deuxième entretien qui va là être plus dans des mises en condition, dans mises en situation, des choses qui permettent vraiment d'évaluer le niveau de maturité de la personne sur son métier futur ou son métier actuel de consultant. Et ensuite, si c'est OK, alors on fera une proposition. Mais grosso modo, on est aussi sur à peu près 3 semaines de recrutement, voir un peu si à la fois on peut offrir une carrière à quelqu'un ou si on préférera
on préfère passer son chemin. Voilà. Ok, très très clair. Merci beaucoup pour la visu. Et on a une dernière question de Lena qui nous demande donc aujourd'hui quelle est la différence entre un RSSI et un consultant. Alors, un RSSI, c'est globalement quelqu'un qui est plutôt chez, on va dire, un client final, ce qu'on appelle quelqu'un qui est dans l'entreprise et qui est salarié de l'entreprise et qui va être le responsable de la sécurité des systèmes d'information, un CISO en anglais. C'est lui qui est souvent légalement responsable de la sécurité, de la cybersécurité de l'entreprise. Et c'est donc lui qui gère le budget de la cybersécurité, qui dirige tous les projets qui touchent de près ou de loin à la cybersécurité. Voilà, alors qu'un consultant, c'est quasi systématiquement quelqu'un qui vient d'une société, d'un cabinet d'expertise comme Synetis ou Prism, qui est demandé par un client parce qu'il lui manque une expertise. Et donc, il demande l'avis d'une entreprise de consultants pour pouvoir y répondre et participer à ces projets. Voilà. Je sais pas, Céline, si tu... Pas mieux. Et on a une dernière question de la part de Adjo que j'avais oublié, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accompagnez les gens qui sont en reconversion professionnelle sur les métiers de l'IT, cybersécurité, etc. Bon, moi, j'ai répondu tout à l'heure partiellement avec justement notre cursus qui est dédié à cela sur la partie Summer Academy. Ouais. Nous, évidemment, on est plus... là, le process va prendre peut-être un peu plus que 2 semaines ou 3 semaines, mais je vais répondre par la positive également, puisque comme je l'ai dit, on recrute quelqu'un aujourd'hui qui est directeur de projet dans l'industrie. Et en évaluant un profil... en fait, c'est simple, on va évaluer la capacité d'un profil à devenir un bon consultant rapidement. Et si on estime que le jeu en vaut la chandelle, alors on fera tout pour l'accompagner, qu'il excelle le plus vite possible. Mais oui, c'est possible selon profil. Voilà. Ok, très très clair. Très, très clair. On arrive à la fin de cette table ronde. Avant que l'on clôture, est-ce que vous aviez peut-être, vous, des éléments à rajouter, que ce soit sur Cinétisme ou sur Prism, que vous souhaiteriez mettre en avant avant que l'on clôture cette table ronde? Je regardais les autres commentaires, pardon. J'ai une personne qui me disait qu'il avait déposé son CV chez nous et qu'on lui a jamais donné de réponse. Donc voilà, je viens de lui présenter toutes mes excuses. Et bien sûr, il y a une autre personne qui demandait si on pouvait donner nos coordonnées. Donc oui, bien sûr, il n'y a aucun souci à diffuser mes coordonnées, aucun problème. Et notamment à Zito qui, du coup, avait déposé ce CV que je n'ai jamais vu passer. Et donc, je vais investiguer de ce pas auprès de mon équipe pour savoir ce qu'il a bien pu se passer. Donc, pardon, vous disiez des conseils. Oui, choisissez bien une société qui vous ressemble. Ça, c'est hyper important parce que il faut se dire que le monde du travail, de manière générale, et quel que soit le secteur dans lequel on intervient, finalement, il faut qu'ils conviennent. Il y a des valeurs d'entreprise qui peuvent être extrêmement différentes. Il y a des personnes qui sont faites pour travailler en toute petite structure, d'autres dans des très, très grandes. Moi, personnellement, les grands groupes, ça ne m'a jamais attiré. Et la toute petite expérience que j'ai eue dans ce milieu-là m'a moyennement plu. Donc voilà, je pense que le principal, c'est fiez-vous aussi à vos instincts, enfin à votre instinct. Je pense que ça parle beaucoup parce que le monde de la cyber, il est très vaste. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché. Donc, faites attention aux projets qu'on vous propose, à la montée en compétences qu'on va vous proposer, à des choses très factuelles qu'on va pouvoir vous présenter lors des échanges que vous avez avec les entreprises. Parce que finalement, oui, on peut tous mettre de la poudre aux yeux. Après, la réalité du terrain, finalement, on la découvre quand on prend son job. Et quand on a des mauvaises surprises, ce n'est pas forcément très sympa. Donc, je pense que faites très attention sur la phase de recrutement. Posez bien toutes vos questions et soyez attentifs aux réponses. Et en tout cas, choisissez avec votre tête, mais aussi avec le feeling. Moi, j'aime bien dire que c'est hyper important. L'humain passe avant tout le reste parce que si on se retrouve dans une équipe avec qui ça ne matche pas, ça peut être aussi source de déconvenus. Et puis... je dirais que de toute façon, il faut aussi pouvoir essayer et que dans le monde de la cybersécurité, comme on le disait tout à l'heure, c'est très très large. Donc, parfois, on va rentrer sur un des domaines de la cyber en se rendant compte que ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Ça a été le cas d'une personne qui nous avait rejoint en stage il y a quelques temps et qui, au bout de 3 mois, nous a dit « Non, mais en fait, je me suis un peu trompée, c'est pas ce que j'ai envie de faire ». Donc, on lui a donné l'opportunité de changer en interne, mais on a le droit de se tromper et on a le droit de se réaiguiller vers quelque chose qui va plus nous donner envie de nous lever tous les matins.
Tout à fait. Bon, que rajouter après tout ça? Ouais, tout Bah, à je serais fait. bavarde alors. Ouais, non, t'as raison. Non, je partage, c'est vrai. Oubliez pas quand vous postulez quelque part que c'est un échange, c'est jamais descendant ou ascendant. On participe en effet à offrir un poste à quelqu'un, à vous offrir un poste, mais vous offrez votre compétence en contrepartie, donc pour les candidats et les consultants qui nous écoutent. C'est important d'avoir cet état d'esprit quand on parle. On a aussi, nous, généralement, quand on est en entretien, on aime bien assez vite se tutoyer, faire en sorte que, voilà, nous, on peut t'apporter ça, mais toi, qu'est-ce que tu apportes derrière? Et il faut toujours que l'équilibre soit respecté. Il faut toujours que l'entreprise dans laquelle vous travaillez vous apporte quelque chose. Le jour où elle ne vous apporte plus rien, c'est qu'il est peut-être temps de changer. On a une vraie volonté, nous, en tout cas chez Prism, de faire en sorte de toujours écouter aussi, d'accompagner, de faire grandir. Il faut que ce soit réciproque. Il faut qu'on sente aussi que, en tant que candidat, vous ayez envie de grandir et de faire grandir l'entreprise. C'est une aventure à double sens et il faut que vous ayez envie de le montrer aussi. Ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais on a déjà eu des candidats, je pense que toi, Céline, tu as dû en voir aussi, qui se sont à peine renseignés sur l'entreprise. Ils ont envoyé le CV le même partout, une lettre, un message identique, et tu dis, mais tu sais ce qu'on fait? J'ai pas eu le temps. C'est bête, mais je vais pas dire que l'entretien est déjà presque terminé, mais c'est comme arriver à un date et dire, au fait, j'ai oublié, tu t'appelles comment? Non, mais c'est d'abord, en fait. Et c'est plus fréquent que ce qu'on croit. Notre RH nous le dit souvent, il dit, c'est même pas ce qu'on faisait. Et juste montrer que vous êtes passionné. Comment vous voulez montrer que vous êtes passionné si vous n'êtes même pas juste intéressé à l'entretien? Donc gardez ça à l'esprit que dans votre entretien, c'est un échange. Vous avez des choses à montrer, des choses à apporter, et faites en sorte que l'entreprise a aussi des choses à vous apporter. Voilà. Très, très clair. Merci beaucoup pour vos témoignages, Céline et Samuel. C'était très, très intéressant et très, très enrichissant. J'espère que l'on pourra en refaire un très, très prochainement. Avec plaisir. Avec plaisir également. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.